Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de cross-validation, de validation croisée et de livre note. Dans le cadre de la classification supervisée, on parle également d'apprentissage supervisé, on parle également de classement. Voilà. Alors, c'est un cours que je fais par ailleurs. Le support de cours, il est là. Voilà, très bien. Il est accessible sur ma page de cours qui est en ligne. Hein. La page de cours qui est consacrée au machine learning, data science, data mining. Hein. Voilà. Très bien. Donc, le support il est accessible là. Hein. Il suffit de regarder tout simplement dans le tableau ici. Voilà. Et le voici. Alors, il est très bien, c'est ce que j'utilise moi-même pour mes enseignements, et il est très bien, mais il est très détaillé, voilà, et notamment dans ce support-ci, je fais des simulations pour pouvoir bien voir pour pouvoir bien montrer que d'une part, il y a certains systèmes d'évaluation qui ne sont pas très pertinents, voilà, d'autres qui sont là un peu plus, et que ces résultats-là dépendent aussi des systèmes d'apprentissage utilisés, des classifieurs utilisés, des techniques d'apprentissage utilisées, hein, des algorithmes, si vous voulez, voilà, SVM, ainsi de suite, réseau de neurones, analyse discriminante, régression logistique, et aussi des caractéristiques des données. Donc, j'ai fait une série de simulations pour bien montrer cela. Là, typiquement, c'est un graphique où je montre les résultats de simulation. Et ce que je fais évoluer ici, c'est la proportion train test dans un schéma holdout. Voilà, dans un schéma apprentissage test. Voilà. On voit bien qu'il y a deux éléments. Il y a deux composantes de l'erreur qu'on voit ici, c'est le biais, hein, c'est l'écartement entre la vraie valeur et la moyenne des estimations réalisées, et l'autre élément important, c'est la variance, c'est la dispersion des résultats qu'on a au fur et à mesure. Parce que n'oublions pas que nous travaillons sur des échantillons et que du coup, les résultats sont empreints d'une certaine variabilité. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Vous calculez un taux d'erreur, par exemple, hein, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, vous avez un résultat, ce n'est pas gravé dans le marbre. La seule manière d'être gravé dans le marbre, c'est que ça a été calculé sur la population entière. On n'accepte pas la population entière. Donc, tout ce qu'on a, c'est sur un échantillon, et forcément, c'est empreint d'une certaine variabilité. Il ne faut jamais oublier ce genre de choses. Très bien. Donc là, c'est la proportion train test dans un schéma holdout. Et là aussi, je montre comment choisir le nombre de folds justement dans la validation croisée. Voilà. Donc, ce support est très bien. Sauf que comme il est très détaillé et qu'en plus, je parle des résultats d'une simulation, il y a beaucoup de choses à voir en même temps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour plus schématiser et simplifier la présentation. Donc, la vidéo que je fais maintenant complète ce support en réalité, en schématisant plus, et surtout, je vais faire une démo. Ça rend la chose nettement plus concrète. On est bien d'accord là-dessus. Alors, il y a un deuxième aspect aussi qui est important dans cette vidéo aussi, c'est que les éléments que je dis dans les paramétrages typiquement de la validation croisée ou du train test, ainsi de suite, on va les mettre en lien avec ce qui est disponible dans les librairies de machine learning. Typiquement sous Python, parce qu'on va travailler sous Python, hein, voilà, on va voir comment ça se passe dans scikit-learn. Scikit-learn est une librairie très célèbre de machine learning et il y a plein de fonctions. Hein, et on va voir les prototypes des fonctions, on va voir les paramètres qui nous intéressent. Là, typiquement, c'est l'outil qui est utilisé pour la subdivision d'apprentissage test. Quels sont les paramètres, comment on peut faire ainsi de suite. Bien. Alors, remettons tout ça dans un contexte, dans son contexte, pour qu'on puisse bien comprendre les choses. J'ai une base de données. Cette base-là est étiquetée. C'est bien pour ça qu'on est dans l'apprentissage supervisé. Et plus loin que l'apprentissage supervisé, on est dans un cadre où la variable cible, elle est qualitative, hein, qualitative nominale. Hein, voilà, elle est catégorielle. Très bien. Donc, j'ai une base qui est là avec les variables explicatives et les exogènes, ou bien les variables prédictives, ou bien les variables indépendantes, ça dépend de notre culture. Et on a là la variable cible, celle qu'on cherche à expliquer. Le but de la manœuvre, c'est de trouver une forme de liaison fonctionnelle entre les explicatives et la variable cible. Voilà. Pour faire cela, pour réaliser cette opération-là, on va lancer des algorithmes de calcul sur une base de petite n observations. Voilà. On dispose donc de petite n observations. Donc, deux questions se posent. On va réaliser l'apprentissage, voilà, avec un algorithme. Donc, ces algorithmes-là, il y en a plusieurs possibles. Hein. Voilà, support vecteur machine, régression logistique, voilà, ou bien aussi un réseau de neurones, tout ce que vous voulez. Très bien. Une fois que j'ai créé mon modèle sur la base avec les petits n individus, comment je vais évaluer les performances? Voilà. Alors, il y a différents indicateurs de performance possibles. On aurait pu utiliser la courbe ROC avec la UCLR sur la courbe. On aurait pu utiliser la courbe de gain. Voilà. Moi, dans ce support-ci, je vais me focaliser sur le taux d'erreur. C'est une mesure de performance reconnue, hein, voilà, qui marche quand la variable cible est binaire, mais qui marche également de manière tout à fait naturelle quand la variable a plus de deux modalités.
C'est pour ça qu'elle est assez universelle, c'est pour ça que je l'utilise ici. Mais encore une fois, hein, on aurait pu voir la même chose sous l'angle d'autres indicateurs de performance, comme la F-mesure, choses comme ça, si on est dans un cadre binaire, dans un classement binaire. Là, ici, donc, je vais me baser sur le taux d'erreur, et comme ça marche dans un cadre de classification binaire, la variable cible est binaire, mais ça marche aussi dans un cadre où la variable cible a plus de 2 modalités. Très bien. Alors, comment répondre à ces deux questions-là? Il y a un schéma tout bête, qui est extrêmement utilisé en régression d'ailleurs, en régression linéaire multiple, en économétrie, si vous voulez. Mais on va voir qu'en réalité, on peut discuter. Qu'est-ce qui se passe? La technique la plus simple, c'est que je prends la base avec ces petites n observations et je lance l'algorithme d'apprentissage dessus. Donc, mon arbre de décision, mon SVM, mon perceptron multicouche, tout ce que je veux. Donc, j'utilise bien les petites n observations. En lançant l'algorithme sur l'ensemble des données, donc j'ai un modèle, voilà, basé sur des petites n observations, et on a estimé les paramètres du modèle. Donc, typiquement, dans une régression logistique, ce serait l'estimation des coefficients. C'est les coefficients estimés à partir de... Très bien. Alors, il y a un avantage énorme ici, c'est que j'utilise toute l'information disponible. J'utilise toute l'information disponible. J'ai petite n observation, j'utilise ces petites n observations pour créer le modèle. Alors après, il faut que je l'évalue. Alors, une technique très simple qu'on appelle donc l'évaluation en resubstitution, c'est ce que j'ai mis ici, voilà, c'est que je prends ce modèle-là et je le réapplique sur la base initiale qui a servi à la construction du modèle. Voilà, du coup, j'ai un tableau avec 2 colonnes. Là, donc la variable cible observée, voilà, cette colonne-ci, c'est la même cette colonne-ci, avec les petites n observations. Et cette colonne-ci, c'est la prédiction du modèle. Voilà. La prédiction, quand on a pris le modèle et qu'on l'a réappliqué sur la base d'apprentissage. C'est exactement ce qui se fait en économétrie quand on fait de la régression linéaire multiple et que, par exemple, je calcule le coefficient de détermination, le R2. Le R2, n'oubliez pas la formule du R2, un coefficient de détermination, je l'explique bien, c'est 1 moins la somme des carrés des résidus, et la somme des carrés des résidus, c'est l'écart au carré entre le Y observé et le Y prédit par le modèle. C'est exactement ces deux éléments-là, on est bien d'accord là-dessus, qui est divisé par la variabilité totale, par la somme des carrés totaux. Voilà, c'est la dispersion, tout simplement. C'est n fois la variance, tout simplement. Très bien. Donc, cette évolution en resubstitution, typiquement, quand on est dans la régression linéaire multiple en économétrie, elle est tout à fait naturelle pour calculer, par exemple, le R2. On pourrait appliquer ce même schéma dans la classification catégorielle, où la variable cible est catégorielle. Donc, je confronte les deux et on crée ce qu'on appelle la matrice de confusion. J'ai fait un cours là-dessus, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais calculer le taux d'erreur en resubstitution. Voilà. C'est une reproduction telle quelle de ce qui se fait par ailleurs dans la régression linéaire multiple, où la variable cible est quantitative. On a bien ces éléments-là. Et en fait, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que du coup, les mêmes données ici, les mêmes données sont à la fois parties, parce qu'elles contribuent à la construction du modèle, et jugent. C'est-à-dire qu'elles vont être utilisées pour évaluer la pertinence du modèle. Et moi, je connais un super modèle qui marche bien dans ce cas-là. C'est quoi? C'est que pour chaque individu, je crée une règle. Pour chaque individu, je crée une règle. Du coup, je ne me trompe jamais, puisque chaque individu, c'est sa prédiction de lui-même. Voilà. Du coup, je ne me trompe jamais. Et voilà. Et du coup, j'ai un taux d'erreur en resubstitution qui vaut 0. Voilà. Donc, on sait en réalité que cette démarche d'évaluation en resubstitution, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que les indicateurs de performance, dont le taux d'erreur, sont trop optimistes. Donc, les indicateurs donnent une idée faussée de la performance réelle du modèle. Il dit qu'il marche très bien, alors qu'en réalité, on ne sait pas vraiment. C'est pour ça que je parle on a une évaluation faussée des performances du modèle prédictif. Pourquoi, encore une fois? Parce que les mêmes données sont jugées parties. Très bien. Alors, on se dit, mais OK, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Une des idées les plus répandues, c'est quoi? Une des idées les plus répandues, tout simplement, c'est de se dire, voilà, paf, je vais faire ce qu'on appelle le schéma holdout. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le schéma holdout? C'est le schéma apprentissage test. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, mais bon, je vais essayer de voir ici de manière un peu plus détaillée. J'ai la base initiale qui est là.
Voilà, avec les petites n observations. Hein. Donc là, j'ai petit n, là. Hein. Voilà. Bon, je l'écris mal, mais c'est ça l'idée. Hein. Je vais essayer de faire mieux. Hop. Voilà, j'ai petit n observation. Une fois que j'ai petit n observation, je vais les scinder en deux parties. Voilà, une partie sur laquelle je vais construire le modèle et une autre partie où je vais tester le modèle. Donc, c'est une partition au hasard. On est bien d'accord là-dessus. Hein, c'est une partition au hasard. Alors, usuellement, on prend 2 tiers pour l'apprentissage et 1 tiers pour le test, voilà, ou bien 70%, 30%. C'est ce qui est préparé, c'est ce qui est mis par défaut dans les paramètres des procédures de calcul qui appliquent ce principe-là. Hein, c'est 2 tiers, 1 tiers, hein, ou bien 70%, 30%. Très bien. On le fait au hasard, on est bien d'accord là-dessus. Alors, typiquement, hein, c'est ce qu'on peut voir ici. J'ai dit tout le temps typiquement, tiens, aujourd'hui. Il faut que je change ça un peu. Là, regardez, je suis dans scikit-learn, là, voilà, et on a l'outil train test split. Ensuite, on a arrays, voilà, c'est des données à scinder tout simplement, et on a la taille d'échantillon test ou la taille d'échantillon d'apprentissage. Voilà. Alors, on le dit ici, hein, soit on le fixe en valeur entière, voilà, soit on le fixe en pourcentage. 30%, 0,3 pour 30%, pour le test size, ou ainsi de suite. Voilà. Et si on ne fixe pas le train size dans scikit-learn, il prend le complément tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, il y a d'autres éléments. Ici, le random stat, c'est comment on fixe donc, la graine de valeur, donc la valeur de départ du générateur du nombre aléatoire. Hein. Si vous ne mettez pas random stat, à chaque fois que vous lancez, vous aurez un résultat différent. J'espère un peu différent, mais ceci sera quand même différent. Parce que n'oubliez pas qu'on travaille sur un échantillon. Et comme on travaille sur un échantillon, il y a une variabilité dans le résultat. Donc, en soi, ce n'est pas choquant. Voilà. Mais bon, quand on lance 2 fois le même calcul sur exactement les mêmes données, qu'on a des résultats différents, généralement, des étudiants, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a une embrouille. Donc, c'est pour ça que, voilà, moi, généralement, je conseille de fixer un random stat, voilà, pour faire le développement du modèle, pour l'optimisation et tout ça. Et après seulement, voilà, vous regardez, vous le changez pour voir qu'est-ce qui se passe si on change la graine de départ, ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, shuffle, voilà, pour dire qu'il faut bien mélanger au hasard. Il faut bien mélanger au hasard d'abord, comme ça, voilà, on est sûr qu'il y a bien une partition au hasard. Alors, il y a un paramètre supplémentaire, là, c'est Stratify. C'est ce que j'explique ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a les variables cibles qui est là. Admettons qu'on a la moitié sont des positifs, la moitié sont des négatifs. Quand je fais la partition ici, apprentissage test, surtout quand on est sur des petits échantillons, je veux m'assurer que la proportion des positifs négatifs, si on est dans un cadre binaire, hein, que la proportion des positifs négatifs là soit respectée ici et ici. Alors, quand on est dans des proportions 50-50, ce n'est pas si problématique que ça. Mais quand on est dans des classes très déséquilibrées, c'est-à-dire qu'il y a la classe positive qui est rare et la classe négative qui est très abondante, quand on fait la partition apprentissage test, il y a un risque toujours que, et dans l'apprentissage, il n'y a aucun positif, et ils sont tous dans l'échantillon test. Voilà. Donc, il y a une manière de faire, c'est de dire, on va faire un tirage stratifié. C'est-à-dire qu'on impose donc, la partition au hasard, donc de manière à ce qu'on respecte donc, la proportion des classes dans l'apprentissage et dans les tests, qu'on ait la même proportion qu'ici. C'est exactement ce qui est mis en avant dans scikit-learn ici, voilà, avec le Stratify. Et donc, ce qu'on lui passe en paramètre dans Stratify, tout simplement, c'est la variable cible. Comme ça, il va scaler sur la distribution des classes de la variable cible pour construire correctement l'échantillon d'apprentissage et puis de test. C'est ça l'idée. Une fois qu'on a ça, voilà, sur la base d'apprentissage, je crée le modèle. Sur l'échantillon d'apprentissage, on est bien d'accord là-dessus, hein, voilà. Une fois que j'ai créé le modèle sur l'échantillon d'apprentissage, voilà, je fais la prédiction sur l'échantillon test cette fois-ci. Donc là, on a bien n test là, hein, n test ici. Hein, donc là, c'est bien n test. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà, on a bien n test ici. Ça, c'est les Y, cette colonne bleue là, c'est la colonne de la classe observée sur l'échantillon test. Et ça, c'est la prédiction du modèle, voilà, sur l'échantillon test, en utilisant les X de l'échantillon test. Voilà. Et donc, cette fois-ci, j'ai les deux colonnes avec uniquement les observations de l'échantillon test, ceux qui sont là. Et à partir de là, de nouveau, je vais confronter ces deux colonnes-là, voilà, hein, et je calcule la matrice de confusion si on est dans le cadre du calcul du taux d'erreur, et après je calcule ici un taux d'erreur en test.
C'est le schéma qui est le plus souvent mis en avant quand on parle d'apprentissage supervisé et qu'on veut avoir une estimation non biaisée des performances du modèle. C'est très bien. Sauf que quoi? Sauf qu'il y a des situations où c'est pas bien. Alors, dans quelle situation et cette partition apprentissage test pose problème? C'est quand on travaille sur un petit échantillon. En fait, on se tire une balle dans le pied 2 fois. Alors là, vous n'avez plus d'orteil avec ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, admettons que j'ai 100 observations. Admettons que j'ai 100 observations. Voilà. Et que donc, pour l'apprentissage, j'en prends 70. Ce faisant, je me pénalise une première fois. Pourquoi? Parce que je fournis moins d'exemples pour l'entraînement du modèle. Et donc, comme il a moins d'informations, forcément, il va créer un modèle moins performant. C'est ça ce qui se passe. Hein. Ici, j'ai 100 observations, par exemple. Bon, je vais prendre l'exemple qu'on va utiliser tout à l'heure. Là, j'en ai 200. J'en ai 200 individus. Voilà. Et que ici, dans le N-Train, je prends 150. Voilà. Donc, ce faisant, il y en a 50 que j'ai enlevés, qui ne vont pas servir à la construction du modèle. Donc, je me pénalise une première fois. Je donne moins d'informations en fait, à l'algorithme pour qu'il apprenne le mieux possible le modèle. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, comme j'ai une petite base, j'en avais 200, on va dire, voilà, et que là, j'ai 150, du coup, ici, il m'en reste 50. Et estimer une proportion sur 50 individus, forcément, il y a une forte variabilité. Ça également, on ne le fait pas souvent. Moi, je le fais dans tous les cas pour mes enseignements. C'est que quand je calcule un taux d'erreur sur un échantillon, je demande aux étudiants de calculer l'intervalle de confiance. Parce que n'oublions pas que les résultats sont empreints toujours d'une certaine variabilité. On travaille sur un échantillon. Et si je travaille sur un petit échantillon, voilà, l'intervalle de confiance du taux d'erreur calculé, il est titanesque. Voilà. Donc, on a ici un résultat avec une très forte variabilité. Et ça pose un sérieux problème. Un coup, je calcule un taux d'erreur, donc je fais la partition apprentissage test. J'ai fixé le random stat à 1, par exemple. Et j'ai un taux d'erreur de 20%. Paf, je change le random stat, je le mets par exemple à 2. Voilà, je relance les mêmes calculs, exactement les mêmes calculs, et j'ai un taux d'erreur de, et non pas 0,2, mais 0,4. Voilà, on commence à se perdre en conjecture assez monumentale. On est bien d'accord là-dessus. Ça pose un sérieux problème. Voilà. Donc, le schéma apprentissage test, il est très bien si on a des bases suffisamment grandes. Le suffisamment étant comme le sketch de Fernand Reynaud, un certain nombre. Voilà. Et quand on a une base trop petite, jusqu'à quand c'est trop petite, ça aussi, il faut voir, ça dépend des concepts, la difficulté des concepts, les caractéristiques des données, voilà. Mais quand la base est trop petite, voilà, cette partition apprentissage test pose problème parce que d'une part, j'ai un problème, c'est que je ne fournis pas toutes les informations pour la création du modèle. Du coup, je pénalise la construction du modèle. Et deux, j'ai très peu d'individus sur l'échantillon test. Du coup, j'ai des résultats qui sont extrêmement variables. Voilà. Et d'un coup sur l'autre, je peux avoir des résultats très différents. Du coup, il faut trouver une autre manière d'évaluer le modèle construit sur la totalité de l'échantillon. C'est ça l'idée. Il faut trouver une manière d'estimer les performances du modèle où, durant sa construction, il exploite toutes les données disponibles. Eh bien, c'est exactement le rôle de la validation croisée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la validation croisée? Tout simplement, j'ai ma base qui est là, toujours, qui ne change pas, avec petit n observation. Voilà. Dans un premier temps, je crée le modèle sur la totalité des données. C'est ce qui se passe ici, donc c'est exactement comme le schéma en resubstitution. Je prends l'ensemble des observations et je lance l'algorithme d'apprentissage sur l'ensemble des observations. Voilà. Et j'ai un modèle prédictif. Très bien. Une fois qu'on a ça, se pose la question maintenant de comment je vais estimer les performances de ce modèle-là, construit sur la totalité des données. C'est là qu'intervient la procédure de validation croisée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la validation croisée? C'est une procédure en fait qui est à part et qui a uniquement pour objectif d'estimer la performance du modèle construit sur la totalité des données. On est bien d'accord là-dessus. C'est une procédure à part qui a uniquement pour objectif d'estimer les performances du modèle construit sur la totalité des données. C'est uniquement ça, sa finalité. Et elle ne servira qu'à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'idée de la K-fold cross-validation, alors le K, c'est un paramètre. Bon, dans scikit-learn, typiquement, la valeur par défaut, c'est 5.
Mais bon, ça peut changer également. Dans la littérature, c'est plutôt 10 la bonne valeur. Mais sachant que si vous augmentez le nombre de folds, de portions, voilà, ben vous augmentez les exigences en calcul. Donc, les calculs seront plus longs. Hein. Donc, c'est un arbitrage à trouver. Voilà. Mais habituellement, en tout cas, c'est ce qui est mis c'est ce qu'on voit dans la littérature. Les bonnes valeurs, c'est 10. Et quand moi-même, j'avais fait mon support de cours et que j'avais fait les simulations, effectivement, 10 paraissait ici le bon arbitrage. Ah, on peut faire aussi des couleurs ici. Voilà. Hop là. Voilà. Parce que c'est faiblement biaisé, c'est quasiment pas biaisé, et une faible variance, la dispersion est petite. Donc 10, voilà, dans ma simulation, dans mon support. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la littérature. Très bien. Alors, on définit en portions. Alors, je vais prendre 5 ici en l'occurrence, parce que si c'est 10, ça fait trop grand, ça ne rentre pas dans le transparent. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai mis 5. Et 5, typiquement, encore une fois, typiquement, c'est le paramètre par défaut dans Scikit-Learn. OK. Donc, si je divise en 5 portions mes données, donc voilà, je les fais au hasard, encore une fois, je divise au hasard, et on peut le faire de manière ici aussi stratifiée. On est d'accord là-dessus. Je divise mes données en 5 blocs. 1, 2, donc avec des effectifs N1, N2, N3, N4, N5. De taille égale, hein, de taille égale. Voilà. Et bien sûr, N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5, c'est égal à petit n. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Je divise mes données en K blocs, 5 ici en l'occurrence dans mon exemple. Une fois que j'ai divisé mes données en K blocs, je vais faire une série d'apprentissage. K, série d'apprentissage test. Hein, une succession de K apprentissage test. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Et dans un premier temps, je mets le premier bloc à part et je réunis les quatre blocs suivants. Et sur ce schéma-là, ici, les 4 blocs serviront d'apprentissage et le dernier bloc va servir de test. Donc là, c'est apprentissage, voilà, et là, sert de test. Donc, sur les 4 blocs réunis, je lance l'algorithme d'apprentissage, j'entraîne le modèle. Une fois que j'ai créé le modèle, je l'applique sur le premier bloc qui me sert de test. Voilà. Et j'ai une première version de l'erreur, epsilon 1 ici. Voilà. Très bien. Et l'idée, c'est que je réitère l'opération en faisant tourner le bloc. Donc, par exemple, ici, la dernière itération, c'est quoi? C'est que les 4 premiers blocs servent d'apprentissage, voilà, et le dernier bloc sert de test. Hein, le dernier fold sert de test, les 4 premiers folds servent d'apprentissage. Donc, sur la partie apprentissage, je crée le modèle prédictif. Voilà, j'entraîne le modèle. Une fois qu'il est créé, je l'applique sur le 5e bloc et j'ai une 5e version de l'erreur. Donc, j'ai 5 versions de l'erreur ici. J'ai 5 versions de l'erreur ici. Une fois que j'ai 5 versions de l'erreur, qu'est-ce qui se passe? Je vais calculer donc l'erreur en validation croisée, cross-validation en anglais. Hein. Je vais calculer l'erreur ici en validation croisée en calculant une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée de ces erreurs-là. Alors, si le nombre d'observations est divisible par K, on a exactement ici les mêmes effectifs. Hein. Donc là, du coup, on peut simplifier la formule. Mais en tous les cas, ça, c'est la formule générique. Hein. On fait une moyenne pondérée des erreurs qui sont mesurées sur chaque bloc à chaque fois qu'ils ont servi donc d'échantillon de test dans ce processus. Voilà. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette erreur en validation croisée est un estimateur des performances du modèle construit sur la totalité des données. Voilà ce qui est important. Voilà, donc c'est une procédure à part avec un certain système. Voilà, la démarche elle est relativement simple. Hein, voilà, et sa seule finalité, c'est de pouvoir par la suite donc fournir un indicateur qui permet d'estimer les performances du modèle construit sur la totalité des données. Et ces modèles que vous avez construits dans ce processus-là, ils ne servent plus, on les jette. Parce qu'il y a certains de mes étudiants qui disent, mais du coup, ces modèles-là, on fait une sorte de moyenne de modèle alors pour créer le modèle définitif. Mais non, 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 non. On n'est pas dans un schéma ensembliste. Ça, c'est une autre histoire. Là, on est dans un schéma d'évaluation des qualités d'un prédicteur. Voilà. Et donc, on crée le modèle sur la totalité des données et le rôle de la validation croisée, c'est d'estimer les performances du modèle, de ce modèle construit sur la totalité des données. Et ce processus-là intègre la construction d'une série de modèles. Et ces séries de modèles-là, ils ne servent plus par la suite. On les jette. Leur seule finalité,
Leur seule finalité, en réalité, c'est de servir à calculer ces erreurs intermédiaires pour calculer cette erreur globale, c'est l'erreur en validation croisée. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes. Ça, je ne peux pas le faire en cours, typiquement, hein. Passer autant de temps sur un slide et revenir plusieurs fois sur les idées. Voilà, dans une vidéo, j'ai le temps que je veux, comme je veux. Donc, ça me permet de bien détailler la chose. Alors, regardons maintenant dans Scikit-learn. Regardons maintenant dans Scikit-learn. Dans Scikit-learn, il y a l'outil cross-validation. Et il dit, attention, on peut avoir des outils différents selon qu'on est dans un cadre binaire ou pas binaire, dans un cadre d'une variable cible qualitative ou autre chose. Très bien. Alors, donc, ça, c'est l'outil générique. Si on passe une variable Y ici, en fait, il fait appel à un autre outil. Il y a kfold ici, hein, mais sinon, il y a celui-là, c'est stratified kfold. Donc, ici également, dans la construction des blocs ici, on peut utiliser un tirage stratifié. Je l'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'on a ça, du coup, donc, ici, par défaut, le nombre de splits, le nombre de folds, le nombre de blocs, c'est 5. On fait shuffle, on va faire true ici pour qu'il les mélange bien, et il va faire un échantillonnage stratifié sur la variable cible, ou le stratifié qu'il a. Voilà. Donc, encore une fois, là, on a la fonction générique, voilà, et il indique en fait quel outil il va utiliser réellement. Quel outil il va utiliser réellement. Et quand on est binaire ou multiclasse, il utilise la méthode stratifiée, qui est celle-ci. Voilà. Et c'est le cadre de notre cours ici. Très bien. Alors, ça répond à la question de l'un d'entre vous là, durant mon cours en disant, mais attention, si les classes sont déséquilibrées, si on n'a pas de chance, on peut avoir des blocs où il n'y a pas de positif, par exemple, si les positifs sont très rares, si la classe positive est très rare. Et justement, j'avais répondu en disant, oui, à ce moment-là, il faut utiliser une stratégie stratifiée. Voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on a avec Scikit-learn, avec l'outil qui est là. Voilà. On a la garantie que dans chaque bloc, les proportions des classes sont totalement respectées. Le mieux possible, le mieux possible. Voilà. Et voilà. Et du coup, on a des données qui sont bien représentatives. Alors, pour voir ça, on va faire une petite démo. On va faire une petite démo avec les données Sonar. Les données Sonar, on les trouve sur Internet, ils sont là, sur mon dépôt favori, UCI. Et c'est des données où la variable cible, en fait, c'est de reconnaître si un objet est une mine, voilà, ou ou une pierre, un rocher. Voilà, très bien. Avec des données Sonar. Donc, je montre vite rapidement la base, comme ça, c'est plus facile de l'appréhender. Donc, la variable cible, elle est là. C'est savoir si l'objet qu'on est en train de détecter avec un sonar, c'est une mine ou une pierre, voilà, un caillou. Et ensuite, là, c'est des mesures sonar. La signification des variables, ici, bon, c'est pas trop... Voilà. On a la description des données là. Je mettrai tout ça en ligne. Ils sont disponibles sur le site tutoriel. Voilà. Très bien. Et, manque de peau, on n'a que 200 observations. Bien vu, hein, on a 200 observations en tout. 200 observations en tout. Bien. Alors, comment ça va se passer quand on va créer un arbre de décision? Je vais utiliser typiquement, par exemple, C4.5. Allons-y. Donc, je sélectionne mes données et je vais utiliser Tanagra. Alors, nous, plutôt, on va utiliser, pour la validation croisée, on va passer sur Python, on est bien d'accord. Voilà, un Python avec Scikit-learn. Mais bon, justement, j'utilise ici un autre outil pour que vous ayez les idées et en revanche, pour la mise en œuvre, il faut un peu trouver par vous-même. Alors, complément, voilà, Tanagra, j'exécute Tanagra, il me dit les données vont bien de A1 jusqu'à BI 201, c'est bien ça, et je clique sur OK, et il se met sur notre fenêtre, donc j'ouvre, et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur Tanagra? Dans un premier temps, je fais un apprentissage et une évaluation par resubstitution. Dans la plupart des outils de machine learning, vous avez affiché directement, quand vous lancez l'apprentissage, il vous affiche directement la matrice de confusion calculée sur l'échantillon d'apprentissage, sur l'échantillon qui a servi aux données. On va le faire ici. Donc là, mes données sont là. La variable cible, c'est bien classe. Voilà, j'ai rajouté E. Et voilà les données, donc les variables descriptives. Donc, hop là, les descripteurs. Donc, je mets classe en target et je mets input toutes les autres variables. Là, je double-clique pour vérifier. On a bien classe variable cible et les autres variables sont les explicatives. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer un arbre de décision. Voilà, j'utilise C4.5. Donc, je suis allé dans SPV Learning, Supervised Learning. J'ai pris C4.5 et je l'ai copié là. Je lance l'arbre de décision et j'ai un taux d'erreur calculé sur les données qui ont servi à la construction du modèle, donc sur les 200 observations. On est bien ici, sur les 200 observations. On a un taux d'erreur apparent de 9%. Voilà. Bon,
on sait d'emblée que c'est pas bon. On sait d'emblée que 9% là, c'est très optimiste en réalité. Alors, regardons quand même l'arbre. Hein. On a un arbre avec 25 feuilles, avec 25 sommets et 13 feuilles. Voilà. Vous avez l'arbre aussi qui est présenté comme si on est sous R et qu'on fait un print d'un arbre de décision, un print standard. Hein. On a une sortie textuelle et on a bien un arbre ici. Ici, la première variable de segmentation, c'est V11 avec les seuils de discrétisation, puis V45 dans la première branche, ainsi de suite. Voilà. Mais ici, l'information la plus importante, c'est que j'ai un arbre, 13 feuilles, et le taux d'erreur calculé sur l'échantillon d'apprentissage est de 9%. Bien. On sait que ce n'est pas vrai. Du coup, on va essayer donc d'appliquer, excusez-moi, on va essayer d'appliquer ici le schéma holdout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je reviens sur la racine et je vais, dans l'instant sélection, je vais faire un sampling. Voilà, un sampling standard. Donc, je le mets ici. Et dans le sampling, je lui dis, on va choisir 150 comme individu actif et 50 comme individu illustratif. Donc, 150 comme échantillon d'apprentissage et 50 comme échantillon de test. Voilà ce qui se passe. Et là, ici, la graine, elle est fixée à 1800 bleus. Bien, OK. Voilà. Il m'a dit, effectivement, maintenant, il y a 150 qui sont disponibles pour la modélisation. Donc, j'ai bien fait cette première partie-là. Qu'est-ce qui se passe sur cette première partie-là? Je vais créer le modèle prédictif. Hein. On est là, hein. Je suis là, pour l'instant. On va créer le modèle prédictif. Donc, de nouveau, ici, je vais prendre ça, je copie là, et je lui dis, en target, tu mets classe, et en input, tu mets les variables. Donc, ça n'a pas changé. Hein. Voilà. Et je lance l'algorithme. Et premier élément intéressant. Alors, on va fermer les différentes fenêtres, comme ça on verra mieux les choses. Tac, on va garder que les deux fenêtres. Tac, j'enlève ça aussi et j'enlève ça. Et là, je fais, regardez. Quand j'ai appris sur la totalité des données, les 200 observations, le taux d'erreur en resubstitution, c'est 0,09. Et on a un arbre à 13 feuilles. J'ai réduit la base pour pouvoir faire, j'ai réduit la base. J'ai fait une partition apprentissage test, donc à l'algorithme d'apprentissage, j'ai présenté moins d'observations pour l'entraînement du modèle. Le taux d'erreur en resubstitution passe à 0,07 cette fois-ci. Et il est encore plus menteur. Hein. Et si on regarde, j'ai un arbre différent. Ben oui, ce n'est pas les mêmes observations. Là, il y a toutes les observations disponibles, les 200. Ensuite, j'en ai que 150. Bien sûr, l'algorithme va optimiser sur l'échantillon qui lui est présenté. Et du coup, pour lui, le plus intéressant, c'est un arbre avec, ici, 11 feuilles. Et si on regarde la racine de l'arbre, c'est la même variable de segmentation, mais après, ça change. Hein, on est bien d'accord. Donc, quand on travaille sur un échantillon d'apprentissage, voilà, quand on travaille sur l'échantillon d'apprentissage, et le modèle qu'on obtient sur l'échantillon d'apprentissage n'est pas le même que le modèle qu'on aura obtenu en utilisant la totalité des données. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est fait donc. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais faire la prédiction sur l'échantillon test. En fait, dans Tanagra, c'est fait automatiquement. Donc, la seule chose que je dois lui dire, c'est que je veux confronter ces deux colonnes-là. C'est ce qui se passe ici. Donc, je vais lui dire, je remets un define status. En target, je mets la classe. Et en input, je mets la prédiction du modèle. Vous avez bien vu, hein? En target, donc je fais un define status. En target, je mets la classe. En input, je mets la prédiction du modèle. Voilà. Il m'a dit, ça c'est target et l'autre c'est input. Et je vais dans assessment, dans évaluation, pour prendre l'outil test que je mets là. Alors, je vérifie, hein, vous avez bien vu, hein, je vérifie dans les paramètres qu'il va bien travailler sur les individus donc non sélectionnés, c'est-à-dire sur les 50 qui sont là. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, je lance les calculs et en réalité, le taux d'erreur, ce n'était pas 0,07. Donc, le taux d'erreur du modèle construit sur les 150 observations, voilà, en réalité, c'est 0,28. Voilà. Donc là, ici, on a en réalité un taux d'erreur de 0,28. Voilà. Alors que quand on avait construit le modèle sur la totalité des données, ici, il dirait 0,09. C'est ce qu'on avait vu ici. 0,09. Voilà. Bon, très bien, donc c'est 0,28 alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un problème. C'est quoi? C'est que ici,
je lui présente qu'une fraction des données disponibles. Donc, je me suis tiré la fameuse balle dans le pied une première fois. Ensuite, le 0,28 qu'il a fourni, là, en fait, il est calculé sur 50 observations. Donc, si je change un peu, là, peut-être qu'on aura un résultat différent. Si on rechange un peu, on aura peut-être très différent, ainsi de suite. Voilà. Donc, on a un double problème à gérer. Qu'est-ce qui se passe alors? L'idée, c'est aller justement sur la validation croisée. Donc, je vais revenir sur ce modèle-ci. Voilà, donc les autres, je vais tout fermer, hein, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Et mon idée, c'est d'avoir une meilleure estimation du modèle construit sur la totalité des données, meilleure que ce fameux 0,09. C'est là que je prends, dans Assessment, je fais cross-validation. Voilà. Allons dans les paramètres. Alors, la cross-validation, il y a le nombre de folds. Par défaut, dans Tanagra, c'est 10. Il y a un autre élément important, c'est que je peux répéter plusieurs fois la validation croisée. Ça, on le voit aussi dans scikit-learn. Regardez ici. Voilà. On peut avoir un répété de k-fold. Voilà. Du coup, quand on fait la moyenne des moyennes, on aura un résultat plus précis, hein, et plus stable. C'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est que si je fais une cross-validation, j'ai une première moyenne. Si je la répète plusieurs fois, en changeant la graine de départ, du coup, j'ai plusieurs estimations, validation croisée. Et du coup, en faisant la moyenne des moyennes, j'aurai une estimation plus précise. Mais ça a un défaut, ça, c'est que le temps de calcul est plus long. On est bien d'accord là-dessus. Là, déjà, j'apprends 10 fois. Si je fais 5 fois 10 fois, par exemple 5 répétés, voilà, le n répète là. Hein. Si je prends cet exemple-ci, là, ça veut dire que je répète 5 fois chaque session de validation croisée, et ensuite, je répète le processus 10 fois. Donc, ça fera 50 apprentissages du modèle. Si vous avez le temps, pourquoi pas, hein, mais c'est à vous de voir. À vous de voir. Hein. Très bien. C'est ce que j'écrivais ici. Hein. C'est qu'elle peut être répétée pour plus de précision, mais sachez que c'est plus gourmand en calcul. Je reviens dans Tanagra, donc pour l'instant, je m'en tiens à un seul, hein, et je fais default. Voilà, et je lance. Donc, il fait tout le processus là. En réalité, le véritable taux d'erreur du modèle construit sur la totalité des données, les 200 observations, c'est 26%. Voilà. Alors, c'est meilleur que le 28% parce que cette fois-ci, il a utilisé plus de données. C'est pour ça qu'il est meilleur. Voilà. Alors, je dis ça parce que ça m'arrange aussi. Mais à notre côté également, c'est que n'oubliez pas que tout ça, hein, toutes ces valeurs qu'on a mesurées, ce sont des estimations. Et que ce qu'on devrait faire, en réalité, c'est calculer des intervalles de confiance et regarder si elles se recouvrent ou pas, pour savoir s'il y a un vrai cap significatif entre les résultats. Hein, encore une fois. Hein. Mais voilà. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important à comprendre dans la validation croisée, c'est que on crée le modèle sur la totalité des données et on met en place un dispositif, une procédure pour estimer les performances du modèle qui a été construit sur la totalité des données. Et ça passe par un apprentissage test répété sur des blocs de données. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, il y a une dernière approche qu'on voit souvent également, c'est le leave one out. C'est le cas extrême de la validation croisée. Voilà, c'est tout simplement, on subdivise les données, mais K, le nombre de folds, est égal au nombre d'observations. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein, voilà. Donc, c'est une sorte de version extrême en fait, de la validation croisée. Donc, le schéma, c'est le même. J'ai la totalité des données, je crée le modèle prédictif et sur la totalité des données. Ensuite, je réitère la succession d'apprentissage test. Sauf que cette fois-ci, je le fais n fois. Là, ce qui est important, je prends le crayon, je le fais n fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans un premier temps, je réunis les n-1 dernières observations et je crée le modèle dessus. Une fois que j'ai créé le modèle dessus, je le réapplique sur le premier individu qui joue le rôle d'individu supplémentaire. Donc ici, sur l'individu supplémentaire, je sais s'il est bien classé ou mal classé. Si on raisonne en termes de taux d'erreur, encore une fois, hein, voilà, on sait s'il est bien classé ou mal classé. 0 s'il est bien classé, par exemple, 1 s'il est mal classé. Ensuite, j'itère ça sur chaque observation. Donc, à chaque itération, on prend n-0 observation pour créer le modèle prédictif et on prend une observation pour appliquer le modèle et savoir s'il est bien classé ou s'il est mal classé. Voilà. Donc, à la dernière itération, c'est les n-1 premières qui servent d'apprentissage et c'est le dernier qui sert de test. On a bien vu ici, hein, dans le premier, c'était inversé, c'est le premier qui sert de test et dans la dernière itération, c'est le dernier qui sert de test. Une fois que c'est ça, je peux calculer une estimation de l'erreur en leave one out. LOO, c'est leave one out. Voilà. Et tout simplement, c'est la proportion des erreurs. Tout simplement. Hein. C'est la moyenne des 1, si vous voulez. Hein. Les moyennes des 1, 0 qu'on a ici. Et c'est bien la proportion des erreurs.
Et on a un estimateur, de nouveau, des performances du modèle construit sur la totalité des données. Voilà. Alors là également, tous les petits modèles intermédiaires que vous avez là, ils ne servent plus. Ils ont servi qu'à l'évaluation du modèle construit sur la totalité des données. Mais ces modèles intermédiaires, ils ne servent plus. Voilà ce qu'il fallait retenir. Alors là, en régression, on a cette idée-là avec le critère PRESS. Le critère PRESS, vous cherchez sur Internet un PRE2S, voilà, c'est Predicted Sum of Square, un truc comme ça. Mais on a bien l'idée on a un individu supplémentaire. Alors dans la régression, on peut la calculer plus facilement. Il y a différentes manières de faire, mais intrinsèquement, c'est l'idée. C'est qu'on itère la construction des modèles sur n-1 d'observations et on prend chaque fois, à chaque tour, un individu comme un individu supplémentaire. Voilà. C'est ça l'idée fondamentale derrière. Mais par des artifices de calcul, on peut le calculer donc plus rapidement dans la régression linéaire multiple. Voilà. Et on a de nouveau ici une estimation. Très bien, essayons de voir. Avec la validation croisée, le taux d'erreur estimé est 0,26. Si je fais le leave one out, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, le leave one out, on ne le fait qu'une seule fois. On ne peut pas avoir une répétition de leave one out parce qu'on aura exactement le même résultat. On est bien d'accord là-dessus. Là, on est bien d'accord. Très bien, donc je prends leave one out. Voilà. Et ce que je veux donc, c'est l'estimation des performances du modèle construit sur les 200 interventus, sur les 200 disponibles, mais en leave one out cette fois-ci. Je lance le calcul. C'est un peu plus long. C'est un peu plus long, pourquoi? Parce que là, il est en train de se construire 200 modèles. Tanagra est en train de se construire 200 modèles, et chaque modèle qu'il a construit, il applique sur un individu comme un individu supplémentaire, pour savoir s'il est bien classé ou pas. Et l'estimation au niveau note, c'est 0,2550. Voilà, qui est assez proche de la validation croisée. Si on regarde les deux là, voilà. Bon, le test ici, il ne sert pas. Voilà. Ça, ce qu'on a là, c'est ce qu'on avait en validation croisée, et ça, ce qu'on avait en livre note. Voilà. Donc, on peut imaginer que la bonne valeur de la performance du modèle, enfin, la bonne valeur du taux d'erreur du modèle est construit sur la totalité de l'échantillon quand il est appliqué dans la population. Il a autour de 25-26% de chances de faire un mauvais classement. C'est ça l'idée. Et que si je me contente de prendre que 150 observations pour appliquer le modèle ensuite dans la population, là, le taux d'erreur sur 28% parce qu'on s'est pénalisé en prenant moins d'observations. Voilà. Si je résume, l'évaluation en resubstitution, on oublie. Ce n'est pas la bonne idée. On oublie. Très bien. Si l'échantillon est suffisamment grand, une bonne manière de faire, qui est partagée par quand même pas mal de personnes qui pratiquent le machine learning, c'est qu'on prend la base, on la scinde en deux parties, on crée le modèle sur l'échantillon d'apprentissage et on l'applique sur l'échantillon de test pour calculer le taux d'erreur. Très bien. Voilà, ici, dans mon exemple. Cette stratégie-là est valable si la base est suffisamment grande. Si la base est trop petite, elle est très pénalisante parce qu'on a moins d'observations pour construire le modèle. Et sur l'échantillon test, on a très peu d'observations. Du coup, l'évaluation, elle est très variable. Elle est très instable. Du coup, on passe à une autre stratégie, c'est qu'on passe à la validation croisée. Ici, la validation croisée, c'est qu'on crée le modèle sur la totalité des données et ensuite, on met en place une procédure à part pour évaluer donc, les performances du modèle construit sur la totalité des données. C'est le processus que j'ai décrit ici. Voilà. Et il y a une version extrême de la validation croisée, c'est leave one out, c'est que tout simplement, je fais petit n apprentissage où n-1 à chaque étape, n-1 des individus sert pour la construction du modèle et le énième, je le prends comme individu supplémentaire et je fais la prédiction dessus et je regarde s'il est bien classé ou pas. C'est l'idée. Voilà, j'espère que j'ai bien complété le cours, mais vraiment largement cette fois-ci. Et je vous souhaite à tous un excellent travail.